Institution, formation et position. Sigmund Freud a créé la psychanalyse à la fin du XIXe siècle. Cette discipline est, d'une part, une modélisation du fonctionnement de la psyché humaine, que celui-ci soit normal ou pathologique, et Freud n'a eu de cesse de souligner le caractère ténu de la frontière entre les deux, et d'autre part, une pratique clinique qui vise à prendre en charge des êtres en souffrance. Il me semble important de revenir brièvement sur l'histoire des institutions psychanalytiques. La transmission de la théorie psychanalytique débute dès 1895 avec la publication conjointe avec Joseph Breuer des études sur l'hystérie. Dans ce texte, outre les 5 cas cliniques fameux exposés, Freud explicite dans le 4e chapitre la méthode psychothérapeutique utilisée et ses soubassements théoriques. C'est en 1902 que Freud regroupe autour de lui un petit nombre de personnes qui s'intéressent à ses théories et à sa pratique clinique. Entre autres, Alfred Adler, Wilhelm Steckel, Rudolf Rettler et Max Kahn. Le mercredi soir, ils se réunissent chez Sigmund Freud pour ce qu'ils nomment les soirées psychologiques du mercredi. En 1908 sera fondée la Société psychanalytique de Vienne, qui adhérera à l'Association psychanalytique internationale lors de sa création en 1910, durant le 2e congrès international de psychanalyse à Nuremberg. La Société psychanalytique de Vienne est dissoute le 1er septembre 1938. Freud a quitté Vienne le 4 juin de cette année-là et reprendra ses activités en 1946. Aujourd'hui, elle existe toujours et est agréée comme organisme de formation. Elle forme des psychanalystes, mais le titre professionnel légalement reconnu en Autriche est celui de psychothérapeute, avec la mention complémentaire de psychanalyse, psychothérapie psychanalytique. De son vivant, Freud participera activement à l'Organisation internationale de la transmission de la psychanalyse et de la formation des psychanalystes, via, entre autres, ses publications et l'organisation de congrès internationaux. 15 congrès en 30 ans, entre celui de Salzbourg en 1908 et celui de Paris en 1938. Dès cette époque, des dissensions apparaissent dans le milieu psychanalytique et plusieurs disciples de Freud se détournent de la psychanalyse et créent leur propre courant. Nous pensons à Alfred Adler et Carl Gustav Jung en particulier. Comme l'a souligné le docteur Miyubi dans son intervention, dès le départ, la question de la psychanalyse personnelle ou didactique du futur psychanalyste est problématique. Et Freud a fait face à de nombreuses résistances avant d'instaurer comme un pilier de la formation des psychanalystes la nécessité d'une psychanalyse individuelle de chacun. En France, la Société psychanalytique de Paris est fondée le 4 novembre 1926 et adhère à l'IPA. Jacques Lacan, membre depuis 1938, et quelques autres en partiront en 1953 pour créer avec Daniel Lagache la Société française de psychanalyse. Je souhaite maintenant m'arrêter un moment sur le RPH et son évolution afin de contextualiser la suite de mon propos. Je souhaite témoigner de la façon dont s'opèrent dans un temps logique et non pas de façon bureaucratique les changements au sein de notre école. Le réseau pour la psychanalyse à l'hôpital a été fondé le 7 octobre 1997. Association loi 1901, il regroupe à l'origine des cliniciens et des étudiants intéressés par l'articulation du champ médical et du champ psychanalytique. Dès l'origine, comme ça a été raconté tout à l'heure, Fernando de Amorim insiste sur la nécessité pour les cliniciens de témoigner de leur pratique clinique. Les personnes qui assistent régulièrement à nos colloques savent combien cette dimension est présente dans les interventions des cliniciens de notre école. J'ai adhéré au RPH en janvier 2001 et j'ai donc assisté et participé aux changements qui s'opèrent dans notre association. Certaines choses sont présentes depuis le début, mais elles évoluent et constituent le cadre de notre école. Lorsque j'évoque le témoignage de la clinique de chacun dès la fondation de l'association, c'est que, depuis la fondation du RPH, l'articulation de la psychanalyse personnelle, la pratique clinique
et l'étude théorique est présente. J'ai toujours entendu Fernando de Amorim dire qu'un psychanalyste devait avoir lu Freud et Lacan in extenso. Lorsque je suis rentré au RPH, il n'existait pas de groupe d'études. Laure Bodiment et moi-même étions désireux de faire cette lecture chronologique de Freud, mais tout seul dans son coin, c'est difficile et cela demande une grande rigueur. Alors, Fernando de Amorim nous a proposé de nous retrouver une fois par mois autour de fiches de lecture rédigées par nos soins pour discuter des ouvrages de Freud et questionner la théorie au regard de notre clinique. Il s'agissait de lire les œuvres complètes de Freud, puis celles de Lacan, pris dans ce rythme de lecture. Ce qui paraît difficile, voire infaisable, se fait en quelques années. L'émulation et l'engagement auprès des collègues aident à tenir le rythme et le cap. À partir de ce premier groupe que nous avions constitué, de nouveaux groupes de 4 à 6 personnes se sont créés lorsque de nouveaux adhérents entraient au RPH. Et les plus anciens se retrouvent au fur et à mesure à animer un groupe d'études lorsqu'il s'en ouvre de nouveau. Voyez-vous la logique ? Dans le même ordre d'idées, l'organisation des colloques a évolué avec le temps. Les 15 premiers colloques du RPH se sont construits sur le modèle des colloques de la Formag, qui se déroulaient en automne de chaque année à la faculté de médecine de Bobigny, et qui regroupaient autour d'une thématique médicale, médecins, chirurgiens et analystes, parfois des juristes ou des représentants de la société civile. Au printemps 2009, 16e colloque du RPH, nous nous sommes lancés dans une grande série de colloques qui visaient à revisiter et questionner la pertinence et l'actualité des grandes entités nosographiques autour des 3 structures, névrose, psychose et perversion. Nous voilà partis pour la tenue de 7 colloques étalés sur 3 ans et demi, assurés par les membres cliniciens du RPH, avec quelques invités extérieurs. Entre le printemps 2009 et le printemps 2012, du 16e au 22e colloque, nous avons traité de l'hystérie, la névrose obsessionnelle, la phobie, la schizophrénie, la paranoïa, la psychose maniaco-dépressive et les perversions. C'est aussi dans cet intervalle que nous avons décidé d'ajouter le signifiant école de psychanalyse au nom de notre association, ce qui fut fait en février 2011. Non pas du fait d'une lubie ou d'une décision arbitraire, mais parce qu'une temporalité logique repérée permettait de dire « c'est le moment maintenant ». De la même façon, la rédaction d'un manuel clinique de psychanalyse, la constitution d'un groupe de rédacteurs et le cadre de travail que nous avons mis en place répondent à un alignement d'événements qui ont été relatés dans le manuel lui-même, qui nous ont amenés à rédiger ce manuel, puis à créer une maison d'édition. Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les institutions analytiques et la place qu'elles font au désir de chacun. Comment elles articulent le fonctionnement institutionnel, l'organisation de l'enseignement, de la transmission, la cure individuelle et la pratique clinique. Mais je vais essayer d'articuler la façon dont cela se passe au RPH. Pour cela, je vais reprendre les 3 questions posées dans l'avant-dernier paragraphe de l'argumentaire, qui s'articule assez bien avec le titre de mon intervention, institution, formation et position. Qu'est-ce qu'un psychanalyste aujourd'hui et comment construire cette position? Ce qui renvoie bien sûr à la position. Quelles sont les visées d'une école de psychanalyse? Renvoie à l'institution et à la formation. Et comment élaborer ensemble une proposition claire quant à la formation et la position de psychanalyste alliant rigueur, éthique et scientificité nous renvoie à la formation et aux positions. Afin de suivre mon titre, commençons par la question: quelles sont les visées d'une école de psychanalyse? L'école est tout d'abord un lieu de théorisation et de transmission. Les groupes d'études, les séminaires, les supervisions, les réunions cliniques, la rédaction du manuel, l'appel à la rédaction d'articles et de brèves, l'organisation de colloques sont autant de voies de transmission à différents niveaux, où chacun peut trouver à donner et à recevoir. Pour illustrer cela, rappelons que dans le manuel de psychanalyse, outre le groupe des rédacteurs, tous les cliniciens ont été invités à apporter des vignettes cliniques illustrant les différentes parties de l'ouvrage. Comment maintenir cela au fur et à mesure que l'école croît?
l'une des réponses est, me semble-t-il, d'investir d'emblée la participation des nouveaux arrivants dans des activités de l'école, communication, préparation de colloques ou d'événements, rédaction de brèves, etc. Dans le cadre de la clinique, l'école a une visée protectrice. La clinique a une dimension solitaire. Les uns et les autres, nous sommes seuls au moment de recevoir les patients et les psychanalysants en consultation. Et nous avons une politique d'accueil du tout venant. Si la pratique quotidienne est solitaire, il me paraît extrêmement important d'être accompagné par un collectif et par une institution. Fernando de Amorim a toujours pris soin de rappeler que la formule complète de Jacques Lacan est « Le psychanalyste s'autorise de lui-même et de quelques autres ». Dans une école, les quelques autres prennent toute leur importance. Les cliniciens ont de nombreux espaces pour élaborer leurs pratiques cliniques, supervision individuelle et de groupe, réunions cliniques, réunions informelles. Il existe dans le milieu des personnes qui revendiquent d'être libres et de n'être affiliées à aucune institution analytique. Je pense que, sur du long terme, c'est un positionnement qui peut s'avérer dangereux pour les cliniciens et les patients. Enfin, l'école a également une visée de communication et d'établissement de partenariats, que cela soit avec les pouvoirs publics, le milieu associatif, le milieu universitaire, les institutions médicales et les autres écoles. Les membres du RPH sont invités à assister à des séminaires, des colloques ou des réunions de collègues d'autres associations. Pour indiquer notre engagement dans la cité, nous avons organisé à plusieurs reprises des débats publics au moment des élections, présidentielles ou municipales. Mais surtout, nous assurons le fonctionnement d'un service d'écoute téléphonique d'urgence, le CETU. Quand je dis « nous », je parle de cliniciens du RPH qui assurent à tour de rôle des permanences téléphoniques permettant de recevoir toute l'année des appels de personnes en souffrance et de pouvoir les orienter au plus vite vers une consultation avec un clinicien de l'école. L'être en souffrance pourra être reçu dans le dispositif de la consultation publique de psychanalyse dans un délai de 48 heures et payer ses consultations selon ses moyens. Pour communiquer, le RPH s'est doté depuis le début d'un bulletin interne et d'une revue, dans laquelle sont publiés les actes des colloques et des articles annexes. Je profite de ce temps de parole pour saluer le travail de toutes celles et ceux qui ont œuvré à la publication de ces précieux ouvrages qui rendent compte des propositions théoriques soutenues par notre école et de leur évolution dans le temps. Je signale également l'investissement de tous les membres du RPH dans tous les champs d'action dans lesquels nous sommes engagés. Le RPH ne touche aucune subvention et n'existe qu'avec et grâce au désir de ses membres. Deuxième question. Comment élaborer ensemble une proposition claire quant à la formation et la position de psychanalyste alliant rigueur, éthique et scientificité? La proposition du RPH est claire depuis le commencement. Elle articule 3 piliers: la psychanalyse personnelle, la clinique psychanalytique, l'étude et l'élaboration théorique. Ce dernier point va du côté de la scientificité. En effet, toute science vise à approfondir un champ spécifique et à y apporter des avancées conceptuelles et pratiques. Nous proposons donc des conceptualisations nouvelles qui se placent dans la lignée des théorisations de Freud et de Lacan. Le manuel clinique de psychanalyse est un outil de transmission qui vise également à ouvrir la discussion avec nos collègues d'autres institutions. Il synthétise les propositions théoriques et cliniques que nous faisons et il n'attend qu'à être critiqué constructivement. La clinique psychanalytique est le lieu par excellence, avec la cure personnelle, où s'expérimente au quotidien la véracité et la pertinence des théorisations psychanalytiques. Les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. C'est pourquoi, sous l'impulsion de Fernando de Amorim, nous disons au RPH que, pour le psychanalyste, tant qu'il occupe cette position et reçoit des patients, la psychanalyse personnelle est sans fin. C'est cette psychanalyse sans fin qui, en dégonflant régulièrement le moi du psychanalyste, protège le psychanalysant et la psychanalyse du moi du psychanalyste. Je ne connais pas d'autre institution qui ait poussé jusque-là
l'engagement individuel du clinicien. Jusqu'à ce jour, tous les cliniciens du RPH sont en psychanalyse. Troisième question, qu'est-ce qu'un psychanalyste aujourd'hui et comment construire cette position? La cartographie établie par le docteur Fernando de Amorim nous montre, dans sa partie inférieure, 3 positions différentes pour le clinicien. Notez tout d'abord qu'il s'agit de positions à différencier de places. La position renvoie à du mouvement et à une certaine instabilité, comme sur le pont d'un bateau. Ce terme est utilisé pour que le moi du clinicien ne puisse pas se croire arriver quelque part à une place inamovible. Ces positions rendent aussi compte d'une temporalité logique dans la prise en charge des malades, patients, psychanalysants et sujets. La position de psychothérapeute est caractérisée par un transfert imaginaire vers le sujet supposé savoir. C'est autorisé par le discours du patient que le clinicien en position de psychothérapeute peut proposer au patient de passer sur le divan et ainsi, s'il accepte, de devenir psychanalysant, ce qui, de facto, met le clinicien en position de supposé psychanalyste. Dans la même logique, la sortie de psychanalyse est caractérisée par la naissance d'un sujet qui fait du clinicien le psychanalyste de cette cure. C'est dire la précarité de cette position. Comme vous le voyez, répondre à ces 3 questions nous a approchés d'un point très particulier, celui où le moi du psychanalyste, qui a assuré une cure, est suffisamment dégonflé pour qu'il puisse supporter d'être reconnu psychanalyste de cette cure et remettre à l'ouvrage tout le processus à chaque nouveau patient qui franchit la porte de son cabinet. Il accepte également que ce soit les autres qui diront de lui, après sa mort, s'il était ou non psychanalyste. C'est une construction que nous nous efforçons de solidifier jour après jour avec nos moyens. Nous apprenons à l'école, grâce à l'enseignement de Fernando de Amorim, que c'est possible.